Quand on parle de réguler son système nerveux pour guérir, on parle de quoi? On parle de construire de la capacité. De la capacité de l'espace à l'intérieur, du flow, pour pouvoir désactiver l'énergie de survie et relâcher les traumas qui sont coincés à l'intérieur. Quand je parle de capacité, je parle de cette capacité à être avec nos sensations, à être avec nos émotions, à être avec notre physiologie, de façon générale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut apprendre le langage du système nerveux. C'est comme quand on veut apprendre une nouvelle langue, il faut commencer par l'alphabet. Et donc c'est ce qu'on fait dans cet épisode. On commence par l'alphabet. C'est quoi les bases? Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, comme chaque semaine, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Cet épisode, ça va être un back to basics, on revient aux bases du système nerveux. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à peu près, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux si vous aviez besoin de revoir un peu les bases, et la grande majorité des réponses étaient oui, je crois que c'était à plus de 90% oui. Donc, me voilà avec un épisode sur les bases. On va commencer par la physiologie et puis après on parlera du langage du système nerveux et je vous parlerai de 7 points principaux qui selon moi sont à avoir en tête quand on veut commencer ce travail de régulation. Donc on commence avec la physiologie. Notre système nerveux, il gouverne tout notre corps, ça c'est très important. On a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Je vais être très basique ici, d'accord? L'idée, c'est même pas que tu retiennes tout, l'idée, en fait, mais c'est que t'aies juste en tête même où est-ce qu'il est dans le corps, ce système nerveux. Donc, le système nerveux central, il est composé du cerveau et de la moelle épinière, donc qui est dans la colonne vertébrale. Et puis ensuite, on a le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, c'est tout ce qui n'est pas le système nerveux central, en fait. Et le système nerveux périphérique, il sort du cerveau et de la moelle épinière et vient innerver plus ou moins tout le corps. Le système nerveux, c'est très simple, il est partout dans notre corps. Et dans ce système nerveux périphérique, on a 2 branches. Une branche qu'on appelle sensorimotrice et une branche autonome. La branche sensorimotrice, c'est quoi? C'est celle qui va contrôler nos mouvements volontaires. Donc là, à côté de moi, j'ai une tasse de thé. Je prends la tasse, ça c'est ma branche sensorimotrice. Mon cerveau contrôle le fait que je prends la tasse, je sais combien de force j'ai besoin pour soulever la tasse, je sens qu'elle n'est pas complètement brûlante, que sur la poignée c'est ok, donc il y a une sensation, et puis après il y a une réaction sensorimotrice qui fait partie du système nerveux périphérique qui me permet de prendre cette tasse de façon volontaire. Et d'ailleurs, je bois une petite gorgée. Et puis après, on a la branche autonome. Et cette branche autonome, elle a 3 fonctions. La première fonction, c'est qu'elle régit tous nos processus internes. La digestion, le système immunitaire, la régulation de la température du corps, le rythme du cœur, la respiration, quand on tremble, les frissons, la sueur, tout ce qui se passe de façon autonome, tout ce qui se passe dans le corps auquel tu n'as pas besoin de penser. Ça, c'est quand même super cool. Parce que si on devait penser à chaque respiration, ça serait beaucoup de travail. Donc ça, c'est la première fonction de cette branche autonome. Et puis cette branche autonome, elle est aussi responsable de nos réponses de survie. Donc le combat, la fuite ou le figement. Et on en a besoin en cas de danger, ça. Il faut que tu aies ça, je veux que tu aies ça. Parce qu'on parle toujours de nos réponses de survie comme quelque chose d'un peu mauvais. C'est hyper important, on en a besoin en cas de danger. Mais ce qui se passe, c'est que dans le système humain, à cause de notre cerveau hyper évolué, à cause de la société, de la culture, de tous nos conditionnements, ces énergies de survie, ces réponses de survie qui sont disponibles, souvent elles sont pas exprimées, elles n'ont pas l'occasion de s'exprimer et de trouver une résolution, et résultat, elles restent coincées à l'intérieur. Et c'est là où on a tout ce stress de survie, cette énergie de survie coincée à l'intérieur de nous qui vient disrupter aussi l'état du système nerveux dans lequel on est au quotidien et qui vient du coup disrupter justement la digestion, le système immunitaire, etc. Et ça a du sens, tout ça c'est la même branche, c'est la branche autonome du système nerveux.
Et pourquoi ces énergies de survie, elles resteraient coincées à l'intérieur? Alors, je l'ai dit, à cause de notre cerveau hyper évolué, mais déjà, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin quand il y a eu de l'adversité dans l'enfance. Si on n'avait pas un environnement sécurisant, où on pouvait s'exprimer, où on avait cette liberté de, voilà, quand on avait mal quelque part, de crier, de l'exprimer, quand on était frustré, de l'exprimer aussi. Si on n'avait pas ça, au fil du temps, ça fait qu'on a énormément de stress de survie comme ça, coincé à l'intérieur, qui s'accumule, qui s'accumule. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin de se couper, très souvent, de ses réponses de survie. Et c'est vraiment comme une cocotte minute qui bout, et à un moment, l'eau, elle est arrivée au couvercle. Elle est arrivée au couvercle, ça bout beaucoup trop haut, et même ça déborde. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'on a des maladies chroniques, je l'ai dit, les maladies auto-immunes, des migraines, des douleurs chroniques où on va faire 1000 radios et on trouve rien, des problèmes de peau, des troubles digestifs, l'alternance entre constipation et diarrhée. Tout ça, c'est cette branche autonome du système nerveux et c'est lié à toute cette énergie de survie qui est coincée à l'intérieur de nous, qui n'a jamais trouvé de résolution parce qu'il n'y avait pas d'environnement safe pour l'exprimer. Et puis la troisième fonction de cette branche autonome du système nerveux, c'est notre capacité à s'engager socialement, à se connecter à quelqu'un d'autre, à écouter ce que la personne dit. Là, par exemple, t'écoutes ce podcast, c'est une forme de connexion avec moi, même si elle est un peu indirecte. Et ton système nerveux capte tout ça, capte ma voix, même si on se voit pas. Ce serait pas du tout la même chose si je parlais avec ce ton monotone comme ça pendant tout le podcast. Tu peux sentir dans ton corps ce que ça fait là, rien que quand je parle comme ça, quand il n'y a pas ce qu'on appelle cette prosodie, la mélodie de la voix. Ça envoie cette mélodie de la voix, cette prosodie, elle envoie un système de sécurité au système nerveux. Et au contraire, si je parle comme ça de façon monotone, tu sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans ton corps. Si t'as déjà un petit peu de finesse dans le tracking de tes sensations, tu peux sentir ça, que le message, il est plutôt celui du danger. La neuroception, elle est plutôt celle du danger. Et c'est ici, dans cette capacité à s'engager socialement, dans cette fonction-là de la branche autonome du système nerveux, que le nerf vague entre en jeu. Et ce nerf vague, il gouverne notre digestion, il gouverne aussi notre réponse de figement, de shutdown. Donc il gouverne notre digestion, c'est l'état qu'on appelle rest and digest en anglais, donc ce repos, digestion, ça c'est la branche vagale ventrale du nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf, mais en fait c'est pas un nerf, c'est une paire de nerfs. C'est un peu un abus de langage quand on parle du nerf vague, parce qu'en fait c'est une paire de nerfs qui à peu près au niveau du diaphragme se séparent. Et il y a cette branche vagale ventrale et il y a cette branche vagale dorsale. Et donc la vagale ventrale, c'est celle qu'on veut active parce que c'est celle qui nous permet de bien digérer, d'être dans notre sécurité, de nous reposer, d'être ouverte au monde, curieux, curieuse. Voilà, c'est d'explorer le monde comme ça avec confiance et curiosité. Ça, c'est la branche vagale ventrale. Et puis on a cette branche vagale dorsale, elle qui est responsable de notre réponse de figement. Donc là, quand il y a un danger, et qu'il y a un danger de mort en fait, le nerf vague, il ralentit notre physiologie, et quand il le fait avec cette branche vagale dorsale, c'est vraiment comme le frein à main de la voiture, quoi. On arrête tout. Alors que la branche vagale ventrale, ce serait plus le frein à pédale. C'est beaucoup plus fin, et ça s'adapte beaucoup mieux à l'environnement. Et donc on utilise la branche vagale ventrale du nerf vague quand il n'y a pas de danger, quand il n'y a pas de neuroception de danger, et quand il y a une neuroception de danger, de mort, vraiment de gros danger, notre physiologie est ralentie par le nerf vague, mais de façon beaucoup plus grossière. On enclenche le frein à main, et ça, c'est cette branche vagale dorsale. Donc c'est vraiment important qu'on ait un nerf vague en bonne santé, qui fonctionne de façon optimale, parce que c'est ce nerf-là qui nous permet de ralentir notre physiologie. On parle de frein vagal, c'est vraiment ça. C'est le frein de notre physiologie, c'est ce nerf qui nous permet de revenir dans notre sécurité après avoir été activé. Exemple, j'ai eu une semaine stressante au travail, j'avais une grosse présentation à faire, où voilà, il y avait des gros enjeux. Ça y est, c'est passé, c'est mon nerf vague qui s'enclenche et qui permet à ma physiologie de revenir dans quelque chose de plus calme et de safe, et où je peux digérer correctement, me reposer. Si le système nerveux il est dérégulé, souvent cette fonction du nerf vague, elle fonctionne pas de façon optimale, et quand notre physiologie ralentit, en fait, il ralentit du coup avec cette branche vagale dorsale, et en fait, quand on sort d'une activation, on se retrouve complètement épuisé. Et on fait que d'osciller entre hyperactivation, être en sympathique, go, 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 et quand je suis pas en sympathique, boum,
je tombe en dorsale, en shutdown, et je suis épuisée. Et puis go, je retrouve de l'énergie, et je suis épuisée. On fait que comme ça, et on passe pas beaucoup de temps dans cet état vagal ventral, qui est cet état de notre fenêtre de tolérance, en fait. Ce que Dan Siegel appelle la fenêtre de tolérance, là où on est résilient, on est calme et énergique à la fois, on a de l'énergie mais pas trop, et tout va bien, on est dans notre sécurité. Alors, quelques signes de régulation du système nerveux, quelques symptômes pour que tu puisses te dire « Ok, c'est moi » ou alors « Tout va bien » ou « Il y a des choses que j'avais et que maintenant j'ai plus », que tu puisses faire un petit bilan et après je vais passer à ces 7 points. Cette liste ici n'est pas du tout exhaustive, c'est vraiment pour que tu aies une idée globale. Un signe de régulation, ça peut être quand tu es constamment sur le qui-vive, débordé sur le fil. Ou que tu es souvent toujours dans la réaction. Jamais dans la réponse, mais toujours dans la réaction hyper rapide. Peut-être que tu es irritable, un comportement assez brusque de façon générale. Si tu souffres de douleurs ou de maladies chroniques. Si tu es très sensible aux stimuli sensoriels, donc la lumière, le son, même les couleurs. Si tu as des problèmes de sommeil le soir, donc difficulté à t'endormir ou un sommeil qui est pas du tout de qualité et que tu te réveilles fatigué le matin et que tu es fatigué pendant la journée. Si tu as du mal à te concentrer, des problèmes chroniques d'attention, de concentration. Dans ton appétit, si tu as beaucoup de fringales ou des changements extrêmes d'appétit. J'ai hyper faim et puis après je peux ne pas manger pendant un jour, par exemple. Si tu sens qu'il y a des perturbations au niveau de ton système immunitaire et ou de ton système hormonal, donc ton système immunitaire, par exemple, tu tombes souvent malade ou tu as souvent des infections. Au niveau du système hormonal, le syndrome prémenstruel ou toutes les pathologies liées aux hormones. Si tu as des troubles digestifs, souvent mal au ventre, aux intestins, intestins irritables, SIBO, etc. Des affections de la peau aussi. Et un dernier signe de ma liste non exhaustive, tu l'as compris, si tu es très sensible aux états émotionnels des autres, aussi que tu te fais emporter finalement très facilement par les systèmes nerveux des autres. Donc tout ça, c'est des signes de régulation, et c'est là où on veut venir vraiment travailler à ce niveau qui est le niveau le plus profond, ce niveau du système nerveux. Quand on parle de réguler son système nerveux pour guérir, on parle de quoi ? On parle de construire de la capacité de l'espace à l'intérieur, du flow, pour pouvoir désactiver l'énergie de survie et relâcher les traumas qui sont coincés à l'intérieur. Quand je parle de capacité, je parle de cette capacité à être avec nos sensations, à être avec nos émotions, à être avec notre physiologie de façon générale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut apprendre le langage du système nerveux. C'est comme quand on veut apprendre une nouvelle langue, il faut commencer par l'alphabet. Et donc c'est ce qu'on fait dans cet épisode. On commence par l'alphabet. C'est quoi les bases ? Numéro 1, c'est de l'éducation. De l'éducation sur le système nerveux, pour savoir ce qui se passe et quand ça se passe. Il faut avoir cette éducation de la connaissance. Et pas juste ce que j'ai dit là en introduction sur la physiologie du système nerveux, ça c'est vraiment le niveau 0. Faut comprendre comment fonctionne notre physiologie. Et pourquoi c'est important ça ? Parce que peut-être que tu te dis, Camille, tu nous dis toujours de retourner dans le corps, et là tu nous dis qu'il faut comprendre au niveau de l'analyse de notre cerveau. Justement, parce que on a cette physiologie animale. Désolée si tu ne le savais pas, mais on partage beaucoup de choses avec les animaux. On a fait cette physiologie animale et on a ce cerveau hyper évolué. Et on vit aussi dans un monde d'infobésité où il y a énormément d'informations, et donc tout ça, ça fait que on a besoin de comprendre. Moi, je crois pas à « je te dis quoi faire et t'as pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière ». Surtout pour le système nerveux, ça marche pas ça. Ça marche pas, et je le sais parce que je le vois dans mon programme de coaching. Déjà, juste quand les personnes, elles comprennent l'échelle polyvagale, les différents états, leur système nerveux, il y a déjà énormément de choses qui se passent parce que on donne un contexte. Et je vais en parler juste après. Le système nerveux, il a besoin de contexte pour trouver la sécurité, pour revenir dans sa sécurité. Et ce contexte déjà de « non, t'es pas folle en fait, non, c'est pas une question de plus de volonté ou de travailler plus dur, c'est ton système nerveux qui est dans cet état-là, et donc forcément t'as ce type de pensée, forcément ta physiologie, elle est comme ci, comme ça ». Et rien que de comprendre ça, déjà, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps quand on a ces informations-là. Et puis, c'est important quand on veut concrètement mettre en pratique, après, tous les outils. Parce que si j'ai juste les outils sans les explications et sans le contexte, comment je vais faire pour savoir quand bien les utiliser ?
Je vais illustrer mon propos ici. Mettons que tu sois dans une situation où tu te sens un peu plus vulnérable. Prenons l'avion, parce que je sais que c'est un sujet pour plein de personnes. Je prends un exemple où tu es dans l'avion, tu commences à avoir un peu peur parce qu'il y a des turbulences. Et je prends cet exemple parce que ça m'est arrivé. Et moi, j'ai jamais eu peur de prendre l'avion. Et quand j'ai commencé à faire ce travail sur mon système nerveux, j'ai commencé à avoir un peu peur de prendre l'avion. Mais je savais pourquoi et je savais exactement quoi faire. Donc je suis jamais allée dans la panique, l'angoisse, juste un petit peu cette petite peur comme ça. Donc prenons cet exemple où tu es dans l'avion et tu as un peu peur parce qu'il y a des turbulences. Déjà, tu dois pouvoir te dire, ok, je sens que je commence à avoir peur. Donc tu captes déjà les signes d'activation sympathique. J'ai peut-être les mains moites, le cœur qui bat un peu plus vite, j'ai soudainement chaud. Et tu sais que ça, c'est des signes d'activation sympathique. Et en même temps, ok, j'ai jamais eu peur de prendre l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde, donc là, je peux voir qu'il y a un décalage entre la réalité et entre ce que je vis à l'intérieur. Et ça, t'es capable de te le dire déjà parce que tu sais comment le système nerveux fonctionne et t'as identifié que t'étais en sympathique. Et déjà, tu te dis pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, etc. Non, non, ok, je suis en train d'aller en sympathique. Et tu sais aussi que pour revenir en parasympathique, pour réactiver cette branche ventrale, il y a des choses que tu peux faire, comme t'orienter par exemple. Mais ici, tu dois savoir faire la différence entre l'orientation d'exploration et l'orientation défensive. Je vais y revenir après. Sinon, tu peux aggraver la situation et partir en attaque de panique ou en shutdown. Et donc pour savoir ça, tu as besoin de cette connaissance. Ce que tu sais aussi, c'est que l'engagement social active la branche ventrale du nerf vague. Donc par exemple, tu vas aller voir l'hôtesse, ou tu vas faire un sourire à la personne à côté de toi, ou engager la conversation. Bon, peut-être qu'elle aura pas envie de parler, c'est un risque à prendre, mais tu vas voir l'hôtesse. Et moi, j'ai plein de clients et de clientes qui ont peur en avion, et à chaque fois, ils m'ont dit, moi, je vais voir l'hôtesse, et quand l'hôtesse est sympa, tout de suite, je sens que je redescends. Et la plupart du temps, les stewards, les hôtesses, ils sont hyper sympas, ils viennent checker pendant le vol comment vous allez, etc. Et en fait, déjà, quand on fait ça, hop, ça y est, on a un allié dans l'avion, on a cette connexion, et ça, c'est hyper important pour le système nerveux. Mais tout ça, c'est des choses que tu dois savoir. Sinon, dans ces moments-là, t'es incapable de te raisonner. Et tu peux pas non plus agir de façon pertinente si tu sais pas ça. Si on t'a juste dit « Oh, quand ça va mal, regarde autour de toi et puis ancre tes pieds dans le sol alors que tu sens même pas tes pieds, même quand t'es sur le plancher des vaches, comment tu fais ?» Je pars un peu en sympathique là, moi-même, mais c'est super important cette éducation. C'est pas juste « Tiens, on va faire des techniques de stimulation du nerf vague et tout va bien se passer ». Non, on a besoin du contexte, on a besoin de l'éducation qui va avec. Donc ça, c'est le premier point pour moi quand tu apprends l'alphabet du système nerveux, c'est déjà cette connaissance, cette partie éducative. Puis après, le deuxième point, ça va être, bien sûr, là, on descend un peu d'un étage et on reconnecte à son corps. Et ça peut être vraiment un nouveau langage, celui du corps, celui des sensations. Peut-être que tu fais partie de ces personnes à qui, quand on demande ce qu'elles ressentent, tu réfléchis pour trouver un mot. Tu réfléchis parce que tu as été déconnecté de ton corps depuis tellement longtemps. Ça, c'était moi. Comment tu te sens ? Oh, je pense que... Ça passe toujours par la pensée, ça passe toujours par le cérébral. Quand je parle de revenir dans le corps, comme langage du système nerveux, comme vraiment l'alphabet, la base, c'est vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur. Me mettre sur mon tapis, sans aucun cadre, sans rien, sans yoga, sans rien, avec moi, mon tapis, le sol, et qu'est-ce que mon corps fait. Alors ça, c'est déjà un niveau un peu avancé. Parce que la plupart des personnes, si on les met sur un tapis de yoga avec juste elles et le sol, elles savent pas quoi faire. Mais déjà, le début de ça, de se reconnecter au corps, ça va être d'être dans ce self-care préventif. Et pas seulement dans du self-care de survie ou de réparation. Déjà, juste de prendre soin du corps avant qu'il soit complètement épuisé ou avant qu'il y ait quelque chose à réparer. Et c'est incroyable la faculté qu'on a, nous les humains, à pas prendre soin de ce véhicule qu'est notre corps, de justement juste le considérer comme un véhicule qui nous emmène du point A au point B, plutôt que cette maison qu'on habite finalement. Je vais le dire comme ça. Donc reconnecter au corps, ça passe déjà par reconnecter aux soins qu'on apporte à ce corps. Et ce soin, ça peut passer par des pratiques de yoga,
de pilates, etc., qui peuvent vraiment nous aider à être hyper régulantes, surtout par exemple si on le fait dans un cours collectif, il y a la voix de la prof, il y a les autres, il y a cette connexion, il y a moi sur mon tapis, peut-être qu'il y a de la musique, c'est hyper, hyper régulant, ces heures-là et ces moments-là qu'on peut s'accorder. Donc ça peut passer par là, bien sûr, à condition de ne pas le faire en mode robot fitness. Le yoga, le pilates, le qigong, tai chi, etc. Ça peut être hyper intéressant. Donc c'est ce soin et puis cette écoute. Et puis après, le troisième point, c'est pas la connexion au corps, cette fois, c'est la connexion à l'environnement. Se connecter avec notre environnement. Et souvent, c'est ce qui est laissé de côté dans plein de pratiques corps-esprit, dont je viens de parler, le yoga, le qigong, etc. C'est superbe, ces pratiques-là. Mais ce qui peut se passer, c'est que la personne, elle va à l'intérieur, un peu trop à l'intérieur, et c'est trop, justement. Il y a ce risque qu'elle se perde à l'intérieur et qu'elle soit à nouveau activée, parce que quand c'est le début, surtout, de cette reconnexion au corps, souvent c'est pas super agréable ce qu'on y trouve. On y trouve des tensions, des douleurs et ça peut nous faire un petit peu peur. Et donc ce qu'on veut ici, c'est travailler avec le corps, l'esprit et l'environnement. Parce que ce qui se passe quand il y a trauma, c'est que cette réponse naturelle d'orientation dans l'environnement, elle est perturbée. On le sait, en sympathique, on tend à avoir cette vision en tunnel, par exemple, et à plus rien voir autour. Ou on va voir autour quand on est en sympathique, donc quand il y a cette neuroception de danger, mais on va être dans cette orientation défensive. Et on regarde l'environnement, mais à la recherche de danger, comme ça, presque avec les yeux plissés. Tu peux t'imaginer, visualiser de quoi je parle là, quand tu m'écoutes. Et ici, on veut vraiment distinguer entre cette orientation défensive et cette orientation d'exploration. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. L'orientation défensive, c'est quand on va être comme ça à la recherche de danger. L'orientation d'exploration, on a ce regard doux et juste on laisse notre regard se poser sur les choses, se balader, voilà. Et on s'oriente dans l'environnement, on va trouver une couleur qui nous plaît, un objet, un arbre, quelque chose qui nous plaît. Et l'orientation, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une petite chose dans une pièce, quelque chose de plus gros, de plus proche, de plus loin. Là, je sais pas, moi, je vois le brouillard, le sapin. Après, si je me rapproche, je vois la plante qu'il y a dans mon bureau. Voilà, l'orientation, ça peut être tout ça, ça peut être n'importe quoi. Mais on veut cette exploration d'orientation. Donc, bien sûr, si on est dans un environnement qu'on aime, qui est agréable, ça aide. Mais ce qui est important ici, là, pour notre langage du système nerveux, c'est de reconnecter à notre environnement parce que c'est ça qui a été perdu. Ensuite, le quatrième point, ce qu'on veut, c'est traquer nos sensations et être capable de suivre nos impulsions. Alors ici, c'est un petit peu comme le point numéro 2, c'est une reconnexion au corps, mais je dirais que c'est le niveau d'au-dessus. C'est le niveau d'au-dessus et en même temps, c'est très basique, mais c'est vraiment écouter ses viscères, au niveau viscéral. Je le dis souvent, la régulation du système nerveux, elle commence à ce niveau viscéral. Écouter ses viscères, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je sens dans le corps? J'ai faim, j'ai soif. Ça aussi, je l'ai souvent raconté, comme moi, pendant longtemps, je confondais la faim et la fatigue, par exemple. Puisque je m'autorisais pas à me reposer, je m'autorisais pas à être fatiguée, et donc j'allais prendre quelque chose de sucré quand j'étais fatiguée, mais j'avais pas faim. Mais quand j'étais fatiguée, j'allais manger. Donc je confondais ces deux choses-là. On peut confondre la faim et la soif aussi. C'est d'écouter ses viscères. Quand est-ce que j'ai envie d'aller faire pipi? Quand est-ce que j'ai envie d'aller faire caca? Quand est-ce que j'ai envie d'avoir des gaz? Et tout ça, en fait, il y a tellement de honte dans notre société autour de ça, autour de tout ce qui se passe au niveau viscéral. C'est tout notre conditionnement, ça, on s'en est coupé. Notre conditionnement fait qu'on ignore tout ça. Or, c'est par là que ça commence. Comment est-ce que je peux te demander d'écouter tes sensations si t'écoutes même pas, si tu sais même pas quand ta vessie est pleine? J'avais une cliente en coaching qui me disait qu'elle avait dû faire de la rééducation en kiné parce qu'elle entendait pas du tout quand elle avait envie d'aller faire pipi. Et donc souvent, ça finissait en elle se faisait pipi dessus. Et ça montre à quel point on peut être déconnecté, à quel point le système nerveux peut être dérégulé. Dans son cas, il y avait de gros traumas, donc ça s'expliquait. Mais voilà, c'est pour illustrer ça. Prenons exemple sur les animaux et sur les enfants. Les enfants, quand il faut y aller, il faut y aller. Faisons pareil. Les animaux, ils regardent pas 10 fois autour, machin, ils doivent y aller, ils font leurs besoins. Alors je dis pas qu'il faut commencer à faire ses besoins partout, on est d'accord, mais t'as compris, commencer à écouter un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur, vraiment au niveau viscéral.
Le système nerveux, il régule tout ça. Il régule la production d'urine, de matière fécale, la digestion, l'absorption de l'eau, des nutriments, la température du corps. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on l'ignore? Et quand on est en stress de survie tout le temps ou en figement fonctionnel, on n'entend même pas les signes. On n'entend même pas les signes ou notre corps ne nous les donne plus. Comme dans le cas de cette cliente que j'avais avec sa vessie. Donc il faut vraiment être avec ça. C'est la première chose, vraiment diriger notre attention vers ces signaux parce que alors, c'est seulement alors que notre système nerveux il va capter qu'on écoute et ça va commencer à circuler à nouveau. Notre corps il va commencer à s'exprimer à nouveau. C'est pas toujours agréable, mais c'est important. Donc le 4e point, c'est ça, traquer ses sensations et puis après y répondre en suivant nos impulsions. 5e point, après le niveau du dessus, c'est traquer son système nerveux. D'être littéralement capable de le suivre dans la charge, décharge, c'est comme ça qu'il fonctionne dans le système nerveux, et de le suivre dans les différents états où il va dans la journée. De savoir en fait à tout moment où est-ce que je suis sur l'échelle polyvagale. Ça, c'est le 5e point. Mes points là, c'est pas des étapes, c'est pas nécessairement chronologique, c'est tout ça qu'il faut faire. Pourquoi c'est important de savoir à tout moment où je suis sur l'échelle polyvagale? Parce que ça nous permet de restaurer le contexte, le choix et la connexion, qui sont les 3 éléments que recherche constamment le système nerveux pour établir ce sentiment de sécurité. Pour illustrer ici ces éléments de contexte, de choix et de connexion, je vais prendre un exemple. C'est un exemple qui date d'hier, parce que je suis en formation de Somatic Experiencing en ce moment. Il y a une personne de notre formation qui a partagé une situation, parce qu'on fait des simulations où on est client, facilitateur, etc. Voilà, elle partageait qu'elle était allée à une soirée où elle était entrée dans la pièce. Et au début, ça allait, et puis elle a senti que quelque chose était oppressant. Et tu sais, tu sens parfois, tu rentres quelque part ou tu arrives quelque part, puis tu dis, en anglais on dit something is off. C'est une expression qui illustre bien, je trouve. Il y a quelque chose qui va pas. Et quand on sent ces choses-là, qu'on y porte attention ou pas d'ailleurs, notre système nerveux, il va sentir ça, il va chercher du contexte pour évaluer nos choix et il va rechercher la connexion avec quelqu'un qui peut être un allié dans la situation aussi. Et donc effectivement, elle, dans cette situation, elle avait senti quelque chose d'oppressant et effectivement, la soirée s'est pas du tout bien passée et on a travaillé là-dessus en Somatic Experiencing. Un autre exemple. Je suis chez moi et j'entends un bruit le soir dans la nuit. Moi, j'habite près de la forêt, donc ça arrive très très souvent. Donc mon système nerveux, il cherche du contexte. Je me dis que ça doit être un animal. Et puis là, j'ai le choix. Est-ce que j'ouvre la fenêtre pour m'en assurer et écouter? Ou est-ce que justement j'aime bien et j'ai envie d'écouter les animaux de la forêt, donc j'ouvre la fenêtre? Est-ce que je continue à lire dans mon lit? Et là aussi, peut-être, je cherche la connexion et peut-être que je dis à mon mari « Ah, t'as entendu toi aussi ?» Et voilà, il y a eu un changement dans l'environnement et la sécurité, elle est rétablie rapidement parce qu'il y a eu ces 3 éléments de contexte, de choix et de connexion. C'est le bruit d'un animal, qu'est-ce que j'en fais? Je continue à lire et je parle à mon mari. Et je sens que je suis revenue en ventrale. Prenons un scénario où la situation elle était un peu différente. S'il n'y avait pas eu ça, par exemple, le bruit il continue et je suis pas bien sûre de ce que c'est et je suis toute seule chez moi à ce moment-là. Peut-être que je descends, ok, je vois que tout va bien, la porte est fermée, tout est normal, mais je sens que ça m'a activé en fait, ça, ce bruit. Je suis en sympathique et là, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je peux l'identifier et je peux aller chercher une ressource qui correspond à mon état. Si j'ai la partie éducation. Je peux me dire, je suis en sympathique, ok, donc je vais pas courir avec mes pensées qui me font m'imaginer tous les scénarios catastrophes dans ma tête de moi, toute seule la nuit chez moi avec du bruit, et un bruit dont j'ignore l'origine et la provenance. Je vais me dire, ok, je suis en sympathique, qu'est-ce que je peux faire pour aller ressourcer cet état? Et ça, c'est mon 6e point, faire appel à des ressources. Et ça implique d'être capable de traquer son système nerveux et de dire « Ok, un autre exemple par exemple, je sens que je suis en mode go depuis ce matin. » C'est un exemple vraiment du quotidien. Je me suis pas posée depuis ce matin et là je sens que je suis vraiment activée. Peut-être je sens que je deviens un peu irritable, qu'un rien m'agace, ou au contraire je sens qu'une fatigue s'installe, ou je sens que ça commence à s'accélérer dans ma tête, ou tout autre signe qui montre que le sympathique est en marche ou que je suis en train d'aller en dorsale d'ailleurs. Je vais dire, ok, je vois dans quel état là je suis et je vais aller chercher une ressource.
Et ici, les ressources, c'est un peu touchy et les gens, ils comprennent pas toujours parce qu'ils disent: «Est-ce que je vais pas être dépendant ou dépendante finalement de ces ressources? Est-ce que c'est pas des gris-gris?» Alors, il faut vraiment, distinguer entre ressources et stratégie d'adaptation. Quand je parle de ressources, je parle de choses qu'on peut considérer comme saines, OK? Et qui ne nous rendent pas addicts, ne nous rendent pas dépendants ou dépendantes. Et parfois, la distinction, elle est pas évidente, je te l'accorde. Prenons le chocolat ou le paquet de biscuits. Ça peut être une ressource, comme ça peut être une stratégie d'adaptation. La stratégie d'adaptation, c'est justement ce qui va pas forcément nous faire du bien et nous rendre dépendants ou dépendantes. Prenons le chocolat ou le paquet de biscuits. Et là, je reprends mon exemple de je me suis pas posée depuis ce matin, je suis en mode go 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 et là, il est 16-17 heures, j'en peux plus. Si je me dis, ok, moi, un truc qui me fait vachement plaisir, c'est de me prendre un thé, de me faire un petit tea time, de me poser même juste 10 minutes avec mon thé. Et avec ça, j'apprécie vachement de prendre un petit biscuit ou un carré de chocolat et je peux même en prendre un ou deux. Les apprécier vraiment. Je sens que ça me ressource, que ça me régénère et je peux passer à autre chose. Ça m'a permis de me poser. Magnifique. Là, à ce moment-là, c'est une ressource. Mais si je peux pas me poser sans manger sucré, ou qu'une fois que j'ouvre le paquet de gâteaux ou la plaque de chocolat, je sais que je peux plus m'arrêter, alors là, il y a de fortes chances que je sois plutôt dans une stratégie d'adaptation, que ressentir ce sympathique pour moi, c'est beaucoup trop. Peut-être qu'il y a des émotions associées que je veux anesthésier. Il y a quelque chose ici. Et on la sent très bien, hein, cette différence entre c'est vraiment cette ressource qui me fait du bien et qui m'ancre versus c'est un truc dont j'ai besoin et si j'ai pas ce sucre ou juste ce réconfort de manger quelque chose, du chocolat ou du paquet de gâteaux, j'arrive pas et je finis pas la journée. C'est très différent. Et pourtant, on se tourne vers la même chose. Donc, vraiment distinguer ressources et stratégies d'adaptation. Et quand on a des stratégies d'adaptation qui clairement sont pas bonnes pour nous, je sais pas moi, l'alcool, la cigarette, etc., toutes choses dont on sait qu'ils sont plutôt néfastes pour la santé, là, ce qu'on veut faire, c'est prendre ces stratégies d'adaptation et voir ce qu'on peut trouver comme ressources qui vont pouvoir remplacer ces stratégies d'adaptation. Ça, c'est une partie du travail qu'on fait quand on a identifié qu'on a ces stratégies d'adaptation en coaching. Et notre 7e point, ça va être de s'engager davantage socialement. Et là, ici, c'est pas très compliqué. Ça va être juste vraiment comment je peux être un peu plus en connexion avec les autres. Parle à la caissière dans le magasin. Moi, je parle toujours aux caissières. Je prends toujours le temps de leur dire « Oh, vous devez avoir froid » ou « Oh, vous devez avoir chaud »,« Oh, il y a beaucoup de bruit », etc., etc. De montrer, voilà, un signe que je m'intéresse à elle. Je sais pas, j'ai toujours fait ça. Mais ça peut être juste dire bonjour aussi, ou regarder dans les yeux, un regard. Sourire à quelqu'un à l'entrée de l'immeuble quand t'es à la boîte aux lettres. C'est des situations sans conséquence du quotidien où tu peux tester un peu et ramener ce système d'engagement social en ligne. Surtout si c'est quelque chose qui est un peu difficile pour toi. Parler de la pluie et du beau temps, c'est un super moyen de briser la glace, par exemple. Moi, j'aime bien complimenter les gens aussi, sur leur manteau, sur le café où ils travaillent. « Ah, c'est joli ici », sur la déco, etc. On peut prendre exemple sur les Américains là-dessus. Ils sont hyper forts. Il y a qu'aux États-Unis où il y a quelqu'un qui va te sauter dessus en mode « Oh, you have so beautiful shoes, tes chaussures sont trop belles, ton manteau, etc. » Mais c'est cool, c'est hyper sympa et on sent que ça nous donne le sourire, ça qui a peut-être cette chaleur un peu en nous. Et quand on fait ça, qu'on est en connexion, qu'est-ce qu'on fait au niveau physiologique ? On active cette portion vagale ventrale de notre système nerveux parasympathique. Et cette portion vagale ventrale, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec le nerf vague, c'est notre système d'engagement social. On est des mammifères, donc on est fait pour être en connexion. Et ce système d'engagement social, c'est ce qui nous permet d'être connectés aux autres, à nos animaux aussi d'ailleurs. Et quand cette portion vagale ventrale, notre système nerveux parasympathique, elle est activée, les battements de notre cœur sont réguliers, ralentissent. Ce circuit vagal ventral, il est connecté à notre cœur. Donc quand on est en connexion de cœur à cœur, c'est vraiment pas juste une façon de parler, hein. Ce circuit vagal ventral, c'est le pacemaker naturel du cœur. Alors bien sûr, pour certaines et certains d'entre nous, cette connexion avec les autres, c'est la source de notre dérégulation. Quand il y a eu trauma développemental, trauma complexe dans l'enfance, c'est le cas la plupart du temps, hein, pour la plupart d'entre nous, la dérégulation vient justement de la connexion aux autres. Donc, il se peut que pour ces personnes-là, leur système, il se soit un peu construit à l'envers.
Et quand elles sentent la connexion avec quelqu'un, ou qu'elles sentent que quelqu'un va venir leur parler, par exemple, peut-être que ça t'arrive dans la rue, tu sens qu'il y a quelqu'un qui va venir te parler, le cœur s'accélère et en fait c'est le sympathique qui prend le relais et t'es activé. Et pour ces personnes en particulier, si c'est toi, c'est important pour toi de savoir que ton système est fait pour te connecter, qu'il y a énormément de régulation qui peut venir de ça. Donc l'invitation ici, c'est d'explorer cette connexion à travers ces petits moments de la vie quotidienne. Dire bonjour à la personne aux boîtes aux lettres, sourire à quelqu'un dans la rue, juste capter un regard dans la rue, dans les transports, et voir ce que ça fait dans le corps. Voir ce que ça fait dans le corps, et puis faire ça, s'entraîner, jusqu'à ce que le cœur il s'accélère plus, jusqu'à ce que même ce soit plaisant de faire un sourire à quelqu'un ou de faire un compliment ou de dire bonjour. Et là, en faisant ça, tu auras littéralement entraîné ton système nerveux, tu lui auras appris qu'il y a de la sécurité qui peut venir de cette connexion. Et ça, c'est hyper puissant. Et ça, tu peux le faire si tu as cette connaissance sur le système nerveux. Parce que sinon, tu restes dans cette peur et tu te dis « mais il y a quelque chose qui va pas avec moi ». Non, il n'y a rien qui va pas avec toi, c'est juste que la dérégulation venait de la connexion et ton système nerveux a associé la connexion au danger. Donc à chaque fois que tu es en connexion avec une personne, tu as ce qu'on appelle une neuroception de danger. Ce que ton système nerveux capte, c'est le danger. Okay, et donc ce qu'on veut, c'est petit bout par petit bout, micro bout par micro bout même, venir travailler avec ça et ramener de la sécurité dans la connexion. Voilà pour ces basiques sur le système nerveux. Voilà comment est-ce qu'on commence à apprendre le langage du système nerveux. On commence avec l'alphabet, comme dans toutes les langues. Et voilà, c'était un petit bout de cet alphabet du système nerveux. Merci de m'avoir écouté et je te retrouve la semaine prochaine avec grande joie.